à vous présenter notre rentrée littéraire en présentiel, puisque c'est un des grands mots de l'année 2020. Je voulais remercier vraiment très chaleureusement les auteurs qui sont au premier rang, avec une distanciation de 2 chaises entre eux, et tout un truc très, très, très bien, parce qu'ils ont accepté tout de suite notre proposition de ce format qui est un tout petit peu étrange, qui est un format un peu 2020-2021, c'est-à-dire ce mix présentiel et visio. Ça va être évidemment le début d'une présentation de la rentrée littéraire. Quand je dis le début, on a en fait un petit peu commencé, qui nous amène donc ici, à la Maison de la Poésie à Paris, et ensuite qui va nous amener partout en France, puisque nous allons nous déplacer et nous allons aller à la rencontre des libraires un peu sur l'ensemble du territoire pour essayer de présenter normalement une rentrée littéraire. Vous savez que d'habitude, Kalman Levy a l'habitude de faire des grandes présentations dans une quinzaine de villes. Bien là aussi, on va se projeter dans une quinzaine de villes pour aller à votre rencontre et vous présenter les titres de notre rentrée. Je voudrais remercier les équipes de la Maison de la Poésie de nous accueillir, et puis Olivier Chaudançon. Je suis arrivé ce matin et cet endroit est un endroit absolument merveilleux. Vous savez que j'ai des liens forts et anciens qui m'unissent à cette maison, puisque cette maison abrite également le Labo des Histoires, qui est une association qui m'est très très chère. Et je suis sûr qu'on retrouve tous, et même vous ici de la Maison de Poésie, dans la Maison de la Poésie, tous avec bonheur du public. Et voilà, la programmation continue aussi de cette maison, c'est quand même un moment formidable. Je voudrais aussi remercier Virginie Ebat, notre directrice commerciale, et Solène Marivin, qui est en charge des relations libraires, qui ont organisé toute cette matinée. Au total, avec vous qui êtes ici et tous ceux qui sont inscrits en visio aujourd'hui et dans les rediffusions, on va être à peu près 400, un peu plus de 400 à découvrir notre rentrée littéraire. 400, c'est important et ça nous touche infiniment que vous ayez répondu aussi nombreux à notre sollicitation. Vous savez que Kalman Levy, depuis quelques années, est solidement installé comme 3e éditeur de littérature générale, comme le note GFK. Et avec tout le comité de direction de la maison, avec Camille Lucet, Anne Citruc et Valérie Taillefer, avec toutes les équipes de la maison, si on a voulu vraiment tenir cette réunion en présentiel, j'ai vu que Livre Hebdo aujourd'hui disait que nous étions les premiers à commencer cette série, c'est parce qu'on voulait vous redire à vous libraires, on voulait redire aux bibliothécaires, aux médiathèques, à tous les lieux culturels, on voulait vous dire que c'est vraiment avec vous qu'on veut présenter cette rentrée littéraire. C'est avec vous que l'on veut continuer à travailler pour que tous ces titres soient des titres qui trouvent leur public le plus largement possible. Donc merci à vous tous, merci pour votre confiance, et merci également évidemment aux lecteurs qui nous suivent. Vous savez peut-être que 2021, pour Kalman Levy, est une année assez particulière, parce que c'est une année qui est marquée par un triple anniversaire, les bicentenaires de Baudelaire, de Flaubert, et le centenaire de Patricia Highsmith. Tous ces 3 auteurs, absolument majeurs, ont comme point commun d'avoir été édités par Kalman Levy et font complètement partie de notre histoire. En ce début d'année, nous avons célébré Baudelaire avec une nouvelle édition des Fleurs du Mal. Et dans le second semestre, je pense que nous vous réservons de belles surprises autour de Flaubert et autour de Patricia Highsmith. Et nous terminerons l'année, d'ailleurs, en célébrant aussi le bicentenaire de Michel Lévy, qui a créé la maison Kalman Levy, parce que, voilà, vous le voyez derrière moi, mais Kalman Levy, effectivement, a été créé en 1836, donc c'est une des plus anciennes maisons d'édition en France. Kalman Levy, depuis 1836, porte les voix qui comptent en littérature, et évidemment, c'est un honneur pour nous de s'inscrire dans cette histoire, mais c'est aussi un engagement, ça nous oblige très fortement. On va essayer de s'en montrer digne et j'espère qu'au fur et à mesure des années, vous voyez tout le travail qui est accompli. Dans un monde où se multiplient les phénomènes d'archipélisation, de division, on voit en ce moment tous les enfermements identitaires, la polarisation des opinions, les fractures de la société, le livre est un des derniers espaces de partage. Le livre, c'est vraiment ça, c'est vraiment un endroit où on peut partager encore, un des derniers lieux où s'éprouve la possibilité d'un monde commun, par le partage de nos émotions, de nos histoires, des imaginaires, des pensées. Évidemment, par la fiction, le livre développe la capacité à se mettre à la place des autres, en développant aussi une précieuse empathie. Et par les documents ou les essais,
Le livre encourage au débat, au partage des idées, à l'exploration des mondes possibles. Pour nous, aller à la rencontre des lecteurs toujours plus nombreux, ce n'est pas seulement pour vendre plus, mais c'est surtout pour partager plus. Je pense que c'est vraiment un mot. Toute la maison est autour de ce mot-là. On veut partager plus. Et c'est bien ça notre engagement, et c'est ce qui nous définit, ce qui définit Kalman Levy dans son histoire et aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un peu travaillé autour de ces questions-là et qu'on a voulu synthétiser notre raison d'être autour d'une phrase, autour d'une formule, qui est Kalman Levy, nos mondes en commun. Et pendant toute cette année, vous allez voir, on va vous parler de nos mondes en commun. On va vous parler de ces partages. On va vous parler de ce qui, pour nous, est l'importance de la littérature. Ça va s'égrener là, à partir de la rentrée. Ça va continuer sur tous les prochains mois. On a voulu aussi avoir des marqueurs qui sont des marqueurs assez forts sur notre engagement de littérature, mais ça, vous le verrez aussi au second semestre. Quand on parle d'une rentrée littéraire à 5 titres, vous avez peut-être vu, on vous l'a peut-être dit, que nous allions vous présenter 5 auteurs aujourd'hui. J'entends souvent dire que c'est une rentrée resserrée, mais pas pour nous. En fait, j'aime pas ce mot de rentrée resserrée. Nous n'allons pas vous présenter une rentrée resserrée, mais on va juste vous présenter une rentrée choisie, une rentrée assumée. Une rentrée choisie, une rentrée assumée par les éditrices qui, avec leur talent, nous ont proposé 5 livres autour desquels toute la maison s'est engagée. Donc je voulais saluer leur travail, parce que c'est par leur travail et par leur enthousiasme qu'on se retrouve ici autour des 5 titres que vous allez découvrir. Vous allez entendre dans quelques instants Tiffany Gassouk vous présenter son choix en littérature étrangère. Donc un titre, la maison s'est vraiment regroupée autour d'un titre en littérature étrangère. Je voulais aussi remercier Lisa Liotto qui porte formidablement les 4 titres de littérature française, qui doit être quelque part dans la salle, pas très loin, mais je ne la voyais pas ici. Je voulais aussi remercier Caroline Lépée, grâce à qui un certain nombre des auteurs de cette rentrée littéraire nous ont rejoints. Et évidemment, remercier toutes les assistantes d'édition, les éditrices juniors, toutes celles et ceux qui, au quotidien, sont autour et avec les auteurs et qui permettent aussi de vous présenter cette rentrée littéraire. On parle de fiction aujourd'hui, évidemment, c'est le grand moment de la fiction dans la vie d'une maison, dans l'année d'une maison, mais n'oublions pas aussi que Kalman Levy, c'est de la non-fiction, ce sont des romans graphiques, c'est toute une diversité, et c'est une diversité qui est présente depuis 1836 et qu'on va continuer à travailler, qu'on va même continuer à développer dans les prochains mois. Bon, je ne vais pas être très long, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je tienne maximum 5 minutes, donc on ne va pas être très loin de cela. J'ai proposé, pour vous révéler nos titres de la rentrée littéraire, j'ai proposé à Marie-Madeleine Rigopoulos d'abord de découvrir les textes dans un premier temps, et si elle en était convaincue, de venir dialoguer avec les auteurs qui sont aujourd'hui avec nous, pour essayer de vous les présenter, pour vous présenter leurs nouveaux ouvrages. Vous connaissez Marie-Madeleine, elle est la commissaire générale du livre sur la place à Nancy, et à travers elle, ce sont aussi tous les festivals et les salons qui ont eu à souffrir cette dernière année, mais ce sont aussi tous les festivals et les salons qui vont recommencer que l'on voulait saluer. Et donc, je voulais demander à Marie-Madeleine, qui doit être quelque part, de venir sur scène, et je crois qu'elle va venir avec Tiffany Gassouk pour vous présenter le premier livre. Normalement, regardez, un miracle, peut-être, derrière la scène. Est-ce que Marie-Madeleine est là? Oui, vous voyez, elle est là. En fait, elle est en train de se dire, mais mince, voilà, Marie-Madeleine. Mais oui, voilà. Bon, voilà, je vais vous laisser avec Marie-Madeleine, avec Tiffany, puis je voulais encore remercier infiniment les auteurs d'être avec nous aujourd'hui, parce que c'est un exercice, voilà, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas retrouvés en public, et c'est toujours un exercice vraiment émouvant que la présentation de la rentrée littéraire. Donc, bonne matinée, et puis à tout à l'heure. Et merci à vous. Et je m'en vais avec mon pupitre. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffany Gassouk, responsable, donc, comme l'a dit Philippe, du domaine étranger et éditrice de ce roman absolument bouleversant dont nous allons vous parler dans un instant, Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison de Sherry Jones. Je vous propose pour ce faire un petit clin d'œil de la part de l'auteure elle-même qui, étant de la Barbade, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui a tenu à dire quelques mots. Donc, si on veut bien nous envoyer la petite vidéo.
How the One-Armed Sister Sweeps Her House is about a woman called Lala who works as a hair braider on the beach in Barbados. And it's about this one summer in 1984 when her life just changes in these really fundamental ways. It's about a murder that takes place on the beach on the same night that her daughter is born, her first child. And it's about how these two events, the murder and the birth of her baby, impact Lala's life in some really amazing ways. As with most of my writing, Lala's voice just came to me. It wasn't a case of seeing something that made me think I want to write this book about Lala. It was a voice in my head. I heard a few lines from the book, and the process of writing it was a lot about trying to get to know that voice and that character a lot better. So Barbados is the most easterly of the Caribbean islands. It's 166 square miles. Now, our economy depends a lot on tourism, and that's one of the things that is explored quite a bit in the book, because although we are this picture-perfect paradise that you see on the postcards and everybody wants to visit, the book is very much about how the people who actually live in Barbados have lots of challenges like anybody anywhere else, and it's about how these particular characters that we meet work through those challenges in a way that's helpful to everybody else. Tiffany Gassouk, donc nous venons de découvrir Sherry Jones, La Barbade. C'est surprenant, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà lu le livre d'un auteur de la Barbade. Sherry Jones est une autrice que vous avez découvert et qui vous a, je crois, littéralement bouleversé par ce texte hors du commun. Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, c'est un premier roman qui m'a complètement secouée, bouleversée, mise dans un état émotionnel de grand chamboulement, et j'aime ça. Je trouve que ce livre est d'une force et d'une puissance assez impressionnante. Il faut dire qu'il y a une violence certaine qui s'en dégage, mais néanmoins, grâce à une plume vraiment virevoltante, une grande musicalité du langage, on tient, il y a un souffle, un élan de vie qui nous permet de parcourir ce roman et de vivre cette intensité à chaque page. Alors, quelques mots sur Sherry Jones. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle représente déjà dans sa langue originale pour les anglo-saxons? Alors, Sherry Jones est avocate de formation. Elle a grandi et vit toujours à la Barbade. Et elle a écrit ce premier roman en anglais qui est apparu dans le monde anglo-saxon en début d'année et qui a connu un succès fulgurant, notamment aux États-Unis, immédiat. Il faut dire que Oprah, qui fait un peu la pluie et le beau temps sur la vente des livres en Amérique, en a fait son coup de cœur de début d'année, ce qui a beaucoup aidé. Et elle fait désormais partie des finalistes du Women's Prize, qui est l'équivalent du féminin anglo-saxon. Elles ne sont plus que 5. Il y a d'ailleurs Yaa Gyasi également parmi les 5 que nous avions défendus à la rentrée précédente. Donc c'est un immense prestige pour cette primo-romancière des Caraïbes de se retrouver sur cette liste. Alors, un contexte particulier, la Barbade, Sherry Jones vient de l'évoquer elle-même à l'instant, l'importance du contexte de cette île paradisiaque, touristique, et on aurait pu, si on avait voulu faire un titre moins poétique que celui-là, parler d'un meurtre au paradis, parce que la violence s'inscrit dans un lieu qui ne se prête pas dans notre imaginaire à la violence à laquelle on va être confronté dans ce livre. On part à la rencontre d'une femme qu'on appelle Lala. C'est son prénom, un prénom qui lui est d'ailleurs refusé par sa grand-mère, qui tient absolument à l'appeler Stella. Qui est cette jeune femme et dans quelle filiation s'inscrit-elle ?
Alors, cette jeune femme, donc cette Lala, qui fait partie des guides qui vont nous faire découvrir l'envers du décor de cette île paradisiaque, puisque le projet de Sherry Jones, c'est vraiment de nous dévoiler les recoins et les parties ombragées de cette île si ensoleillée. Et pour ce faire, elle choisit des personnages féminins comme guides. Et Lala fait partie des principales guides. C'est une toute jeune femme qui vient d'épouser un sale type, le bandit, le voyou de l'île, un certain Adam. Elle a fui son foyer familial assez jeune pour l'épouser et les deux vivent dans un cabanon de fortune sur la plage principale de la Barbade. Elle est enceinte quand le roman commence et on sent que voilà, c'est un couple agité dans lequel voilà, une grande violence règne. Alors, il va y avoir une naissance et en parallèle de cette naissance, il va y avoir une mort décisive pour plusieurs personnages. Donc Lala, évidemment, Adam, donc, qui est ce mari violent, mais également Tone, qui est le meilleur ami d'Adam et qui a une histoire très particulière avec Lala que l'on va dérouler au fur et à mesure du récit. Il y a, je l'évoquais tout à l'heure, Vilma, qui est la grand-mère de Lala et qui est porteuse aussi d'une histoire, d'un secret qui raconte en fait en filigrane l'histoire de la violence dans cette continuité de femmes qui vont être chacune à son tour confrontées à la violence des hommes. Oui, alors les femmes ont la vie rude à la Barbade. On a l'impression que voilà, chacune de leurs destinées est implacablement malmenée par la présence des hommes de cette île qui boivent trop, qui sont abusifs, infidèles. Donc voilà, elles souffrent, ces femmes, de génération en génération. Et les personnages féminins que nous rencontrons ici souffrent pour des manières différentes. Donc la voisine de Lala est une femme qui, a priori, est son opposée, puisque c'est Mira. Elle vit dans une des villas de luxe de la même plage. Elle a épousé un blanc, un occidental. Elle a réussi à s'extraire de sa misère sociale. Et néanmoins, elles vont être reliées effectivement par une mort. C'est la mort de ce mari blanc qui est abattu par Adam au début du livre. Donc ce drame va relier ces femmes et par des mouvements de spirale qui vraiment donnent une énergie et un dynamisme fou à cette prose, on va découvrir les ancêtres de ces deux héroïnes. On va découvrir leur mère et leur grand-mère et comprendre pourquoi elles en sont arrivées là dans leur vie. Vous parlez de mouvement de spirale, effectivement, même si l'intrigue se déroule en 84, on va faire des allers-retours dans le temps, qui va nous permettre non seulement de découvrir l'histoire de ces femmes, mais aussi de tous les personnages en réalité, puisqu'on va aller aussi aux origines d'Adam, si j'ose dire, et aux origines de Tone, pour comprendre aussi les origines de cette violence. Alors, ça ne la justifie pas à proprement parler, mais ça nous permet de comprendre comment ce cercle vicieux se perpétue, n'est-ce pas ? Oui, ça fait partie des aspects qui m'ont énormément plu dans ce roman, c'est qu'on est constamment en train d'enrichir et d'étoffer ces personnages grâce à ces va-et-vient, grâce à des découvertes toujours vraiment bouleversantes d'éléments de leur passé qui expliquent pourquoi ils en sont arrivés là, qui expliquent pourquoi ils ont emmagasiné tant de frustration, tant de violence, les personnages masculins qui sont assez détestables, ont chacun eu des enfants si terribles qu'on finit quand même par les trouver émouvants. Et comme vous le disiez, rien ne justifie la violence qu'ils perpétuent ensuite, mais en tout cas, ça les humanise quelque part. Parce qu'ils l'ont subi eux-mêmes, cette violence. Voilà, exactement. Alors, vous parliez de l'enrichissement comme ça qui vient de par les retours vers le passé, de la jeunesse des uns et des autres. Ça apporte de la densité aux personnages. Et puis aussi, il faut le dire, il y a une intrigue, il y a une ambiance roman noir aussi, c'est-à-dire qu'on va découvrir des choses au fur et à mesure. Dans ces allers-retours, à chaque fois, on a des éléments clés qui vont nous permettre de comprendre le présent en 1984. Tout à fait. Donc on est à la fois en train d'enquêter quelque part sur l'intime de chacun de ces personnages, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une enquête autour de l'assassinat de cet occidental, le blanc, comme on dit dans le roman. Et donc il y a un lieutenant qui enquête. Et donc il y a aussi une tension à ce niveau-là, puisque cet assassinat est une énigme pour tous les habitants de l'île. Et il engendre par conséquent un drame pour Lala qu'on a décidé toutes les deux de ne pas dévoiler. Alors,
Alors, Mira, on l'a évoqué, mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu aussi sur elle. C'est un personnage effectivement assez particulier puisqu'elle est entre deux mondes et que ce qu'elle a perdu avec la mort de son mari, c'est quelque part, elle a perdu son paradis, c'est-à-dire ce paradis qui l'environne. C'était aussi le paradis de son foyer, c'est-à-dire l'extraction de la violence avec un mari dont on découvre au fur et à mesure qu'il était aimant, qu'il était protecteur. Et il y a une détresse phénoménale chez ce personnage. Oui, c'est un personnage terrible puisque alors elle est métisse, c'est très intéressant puisque sa mère était blanche, mais il y a une communauté blanche à la Barbade qui s'appelle les Red Leg, qui sont les plus miséreux de l'île. Ils sont d'origine irlandaise et c'est vraiment une sous-caste. Donc elle est encore plus pauvre à l'origine que Lala finalement. Sa mère l'a eue avec son patron et elle a réussi grâce à sa beauté, grâce à ses charmes, à monter l'échelle sociale et à épouser un blanc fortuné. Et c'est vrai que de la voir déambuler dans cette immense villa de luxe seule avec ses petits-enfants qui sont avec elle, puisque la mère, la première femme de son mari, est introuvable. Elle est en train de parcourir le monde, donc elle est coincée dans ce luxe avec ses enfants qui ne sont pas les siens, à attendre que l'enquête se mène, et surtout dans la crainte que le bandit qui a assassiné son mari revienne la tuer, puisqu'elle a vu son visage. Et c'est ce qui agite aussi beaucoup Adam dans le livre, et c'est pour ça qu'il n'a de cesse de se planquer, d'être dans cette agitation, c'est qu'il sait que la veuve a vu son visage. Ce qui est aussi très caractéristique de la Barbade, manifestement, c'est qu'une extrême pauvreté côtoie le luxe absolu que vous venez d'évoquer. Donc ça aussi, ça crée une tension dramatique. Il n'y a pas un quartier pauvre et un quartier riche. Tout le monde est entrelacé, si j'ose dire. Oui, c'est très curieux. Ce n'est pas du tout ghettoisé comme île, on dirait, à la découvrir dans ce texte. Lala tresse les cheveux des touristes fortunés sur la plage. Son cabanon est à quelques mètres de villas somptueuses. Donc c'est vrai que tout se chevauche. Alors, le titre est très particulier. Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots, ce qui nous permettra peut-être aussi de rentrer dans des chemins de traverse? Oui, alors c'est un titre un petit peu énigmatique. Je l'ai vraiment traduit littéralement de la version originale. La grand-mère de Lala a très peur, quand Lala devient une adolescente, qu'elle s'émancipe trop tôt et surtout qu'elle fricote avec des hommes. Elle estime que les femmes de sa famille ont la malédiction d'envoûter systématiquement les hommes. Il ne faut surtout pas que Lala cède à la moindre tentation. Donc elle lui raconte cette fable, cette légende de l'île qui voudrait que le pasteur d'une certaine époque ait eu deux filles, l'une très curieuse et l'une très sage. Et les deux se seraient aventurés dans les tunnels de l'île. Sous l'île de la Barbade existent des tunnels de traverse qui ont été construits il y a des décennies pour endiguer les potentielles inondations. Et ces tunnels sont devenus des lieux où il y a du trafic, des gens traînent, des bandes se retrouvent, et c'est une zone de danger pour les maires de cette île. Et la légende voudrait que la petite fille curieuse se soit aventurée dans un de ces tunnels et qu'un monstre ait happé son bras et le lui ait arraché. Donc c'est une légende que la grand-mère raconte. Et ces tunnels sont omniprésents dans le livre. Ce sont effectivement des lieux de trafic, mais ce sont aussi des lieux où le temps s'arrête et où peut-être que l'amour a aussi sa place. Oui, tout à fait, puisque ce sont des lieux reclus pour que les jeunes amoureux puissent se retrouver et découvrent. C'est d'ailleurs dans un de ces tunnels que Lala va découvrir l'amour sensuel pour la première fois toute jeune. Donc oui, ces lieux souterrains sont très chargés. C'est un roman à la fois sur la filiation, sur l'héritage du traumatisme, sur l'inéluctabilité d'une violence qui se transmet de mère en fille et de père en fils, d'une certaine façon, mais finalement, ils sont tous embarqués dans le même bateau.
Oui, ils tentent tous de survivre et de sortir la tête de l'eau. Et nous, ce que je trouve vraiment fantastique dans cette écriture, c'est qu'on développe une empathie immédiate pour tous ces personnages et on lutte à leur côté. Et c'est très beau de se sentir, en tant que lecteur, aussi impliqué dans la destinée de tant de personnages simultanément. Le meurtre du mari de Mira va engendrer une autre grande tragédie que nous avons choisi de taire, mais qui sera déterminante pour dévoiler justement le passé des uns et des autres. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, malgré tout, malgré toute cette violence que nous vous laissons découvrir. Merci infiniment Tiffany Gassouk pour la présentation de ce roman qui a été traduit, il faut le dire tout de même, par Jessica Shapiro. Une toute jeune traductrice vraiment talentueuse. Merci beaucoup, Merci Tiffany. Et je vais inviter Camille de Peretti à me rejoindre sur scène pour cette fois changer totalement d'univers avec Les Rêveurs définitifs. Bonjour Camille de Peretti. Bonjour. J'ai pris mes notes parce que j'avais peur de plus savoir de quoi ça parlait. C'est pas vous qui l'avez écrit, c'est ça? Non. Les Rêveurs définitifs, c'est votre 8e roman. Oui. Nous allons à la rencontre de deux personnages, Emma et Quentin. Emma, la maman, Quentin, son fils adolescent qui a 14 ans. Emma est traductrice, elle est un peu rêveuse, c'est peu de le dire. Quentin est un ado, somme toute, comme beaucoup d'ados, c'est-à-dire passionné par les jeux vidéo, un peu difficile, parce qu'à 14 ans, on n'est pas forcément fréquentable. Et cette mère et ce fils ont tendance à se perdre, chacun dans son monde, dans son univers, elle dans ses rêves, dans ses attentes, dans ses espoirs, lui dans son monde d'adolescent. Apparemment seul, mais finalement pas si seul que ça, puisqu'on découvre que la communauté des gamers, comme on les appelle, existe bel et bien et est très présente. Comment est née l'idée de ce roman, de cette mère qui bataille seule avec son fils pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'attraper ses rêves, justement. Elle aurait voulu être auteure, elle n'a pas réussi, elle est traductrice, pas forcément une grande traductrice aussi. Comment est née l'idée de ce livre ? Elle est partie vraiment du rêve. C'est-à-dire que je voulais écrire un livre qui parlait de toutes ces vies qu'on se rêve en plus de la nôtre, qui est quelque chose de très banal, hein, que j'appelle dans le livre des traversées. C'est des moments en fait où on est traversé par des idées. Ça prend pas des plombes, c'est quelques instants seulement, mais c'est des petites bulles qui nous permettent d'accepter la vie réelle. Je vous donne un exemple tout bête. Je me suis un peu renseignée quand même dans mon entourage. Tout le monde a imaginé qu'il gagnait au loto. On n'a pas passé notre journée à penser ce qu'on ferait avec l'argent qu'on aurait gagné, mais on se dit, ah tiens, et si je gagnais au loto, voilà. Après, ces traversées, il y en a des tonnes. Il y a des traversées que j'appelle de champions du monde, qui sont celles de mon mari, où il court 100 mètres et il s'imagine qu'il bat des records absolument incroyables. Et voilà, c'est traversé de, je sais pas, vous avez un don et vous vous dites, je me poserai à un piano et je saurais jouer comme ça. Il y a des traversées de mort, où on s'imagine sa mort, la mort des gens qu'on aime, son propre enterrement. On arrive parfois à se faire pleurer soi-même pour rien. Il y a eu, pendant le confinement, c'est vrai, j'ai beaucoup demandé aux gens et beaucoup d'amis femmes m'ont dit que pendant le confinement, elles rêvaient d'un moyen très violent qui les aurait débarrassées de mari et enfants, comme ça. Et bien sûr, elles étaient très tristes, mais elles étaient libres tout d'un coup. Et voilà. Donc vous avez toutes ces traversées, évidemment, l'amour, où vous vous dites, il y a quelqu'un un jour qui va m'aimer comme ça, il va me croiser, ça va être le coup de foudre. Bon, et tout ça, bien sûr, ça n'implique aucune folie, aucune schizophrénie, on va tuer personne, on va pas se mettre à faire n'importe quoi, mais c'est des petits moments. Et partant de ça, de cette rêverie qui est quelque chose de très humain et très simple, qui touche tout le monde, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la réalité virtuelle, il y a les avatars, il y a les réseaux sociaux, où tout d'un coup, la vie qu'on se rêve prend corps, c'est-à-dire qu'on peut faire croire aux autres que
notre vie est rêvée et qu'on a plein d'images. Alors elles sont filtrées les images, mais quand même on peut faire croire aux autres qu'on a une vie qui n'est pas vraiment celle qu'on mène. Et on finit par s'accrocher à cette vie-là. Et je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir à cette chose qui est très moderne, très actuelle, avec 2 personnages. La mère, qui, elle, est une rêveuse plutôt à l'ancienne, quoi, qui fait ses petits rêves toute seule dans son coin, et le fils, qui, lui, est vraiment parti dans le virtuel, dans les avatars. Et donc, après, j'ai rencontré des gamers, j'ai rencontré des gens très intéressants. J'ai regardé des heures League of Legends et Fortnite, parce que c'était pas tout à fait mon monde, mais c'était vraiment cool, ouais. Alors, Emma, en début de roman, se découvre un gros souci d'argent. Il faut absolument qu'elle trouve une somme. Et elle va se voir proposer quelque chose d'un peu particulier. Une entreprise qui s'appelle Kiwi va lui proposer une mission qui consiste à réfléchir à un logiciel de traduction extrêmement performant. Proposition assez perverse, puisque ça consisterait quelque part à annuler... à scier la branche sur laquelle elle est assise. Elle est assise. Ouais, alors ça, ce logiciel existe, hein, vous le savez certainement. Il y a des logiciels de traduction qui sont de plus en plus pointus. Et en fait, pour avoir travaillé... j'ai traduit des livres et j'ai aussi travaillé dans une entreprise qui a un nom qui ressemble à Kiwi, et dont voilà, je ne dis pas comment ça s'appelle, parce qu'on ne veut pas de problème, et qui ont un logiciel de pointe comme ça, et c'est passionnant, parce qu'en fait, ça c'est de l'intelligence artificielle dans ce qu'elle a de plus fascinant et de plus terrifiant. En gros, comment est-ce que ça se passe? Alors, on ne va pas parler des champs de neurones et tout ça, mais c'est quand même vachement intéressant. Enfin, j'en parle dans le livre, moi je trouve ça très intéressant, tout ce qu'on m'a expliqué là-dessus. Mais la traduction aujourd'hui, ça peut se faire en simultané. Donc là, je pourrais être en train de parler et sur l'écran, ça pourrait s'afficher en allemand, en anglais, en espagnol, et vous seriez très étonnés de voir qu'il n'y a quasiment pas d'erreur, parce que je fais des phrases très simples, sujet, verbe, complément. Mais si jamais je commençais à réciter de la poésie et à dire les sanglots longs des violons de l'automne, ça donne plus rien. C'est-à-dire que le logiciel, il n'arrive plus à comprendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre dans les sanglots longs des violons de l'automne. Il y a tout à imaginer. Et ça, les logiciels de traduction butent sur tout ça. Et ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui fait une allitération, ce qui fait un style, ce qui fait... Et en fait, c'est... Mon héroïne, Emma, elle arrive à ce moment-là. Elle arrive dans ce groupe de réflexion pour essayer de comprendre le logiciel du futur qui va traduire, alors là, non seulement traduire tous les livres du monde en un seul clic, c'est-à-dire que, parce qu'on dit oui, mais on n'a pas besoin, il y a déjà plein de traducteurs formidables qui font un très beau boulot et tout ça, mais oui, ça marche pour les stars qui sont traduits, mais pensez à tous les livres du monde qui n'ont pas la chance d'être traduits, et là, ils pourraient être accessibles en 1 seconde. Il y a ça, et puis après, à partir du moment où vous avez ce logiciel, qui est le logiciel de la forme et plus du fond, à ce moment-là, si vous allez jusqu'au bout de l'idée, et il y a plein de gens qui y réfléchissent, hein, vous pouvez écrire des livres en un seul clic aussi. C'est-à-dire que vous pouvez écrire La Suite des Misérables, vous pouvez écrire un poème de Baudelaire, une fable de La Fontaine qui s'appellerait Le saucisson et le cornichon. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous donnez les données au logiciel et il vous fabrique de la littérature dans le style de l'auteur estampillé 18e siècle ou machin. Il peut vous écrire les best-sellers de demain. Enfin, il peut tout faire. Donc, c'est la fin de la traduction et de la littérature. Et ça, c'est pas mal. Donc, on a hâte. Et voilà. Alors, il y a, je le disais au début, l'enjeu de la relation entre Emma et Quentin. Ils se sont un peu perdus en cours de route. Elle dans ses rêves, lui dans son adolescence, et puis aussi dans la difficulté d'échanger, de communiquer. Oui, tout simplement. En fait, je pense que c'est plus une situation... Lui, c'est un adolescent qui aime les jeux vidéo, mais il n'est pas non plus... addict ou complètement fou, enfin fermé ni rien, c'est un adolescent assez banal. D'ailleurs, pour avoir rencontré pas mal de gamers pour écrire le livre de 14 ans, j'étais très étonnée en fait par le fait qu'ils étaient assez équilibrés.
Ils passaient beaucoup d'heures sur leurs écrans, mais ils avaient des potes, ils étaient sympas quand on s'intéressait à ce qui les intéressait. Et les parents me disaient oh, non, c'est l'enfer. Donc, c'était pas, j'ai pas du tout voulu en faire un stéréotype du geek et tout ça. De même que elle rêve, mais elle rêve pas plus que moi. Enfin, je veux dire, elle a sa petite vie, quoi. Et donc, il s'éloigne, oui, parce que c'est l'adolescence, parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'elle a ses problèmes. Mais le but, c'était qu'il y ait vraiment une intrigue dans le livre pour qu'on tourne la page et pour qu'on se dise comment est-ce qu'ils vont se retrouver, en fait. Parce qu'il y a ce truc du dark web, parce que j'ai aussi été sur le dark web. Mais peut-être dire 2 mots sur ce que c'est que le dark web. Le dark web, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'Internet caché où on peut trouver effectivement toutes sortes d'horreurs, les trafics, acheter de la drogue, commander un meurtre ou une prostituée. Mais il y a aussi toutes sortes de choses. Il y a sur le dark web, si vous allez y passer du temps, il faut... vous avez tous les complotistes, vous avez tous les soi-disant les manuscrits cachés du Vatican, tous les trucs c'est très étonnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'amusait que mon petit Quentin, il y plonge un peu. Ouais. Oui, Quentin va plonger là et quelque part, après cette plongée dans le dark web, après l'implication d'Emma dans cette mission à laquelle elle va finalement accepter de participer parce qu'elle n'a pas le choix, en fait, pour des raisons financières, mais qui, du coup, va soulever plein de questionnements. Chacun, dans sa plongée, va ressortir pour quelque part mieux se retrouver. Oui. Et puis elle aime son fils. Et lui, il aime sa mère. Mais je voulais vraiment qu'ils soient attachants tous les deux. Et oui, bien sûr, qu'ils se retrouvent. Alors, on a parlé de rêve. Il faut parler de la manière dont ça s'inscrit dans ce livre. C'est-à-dire qu'on suit l'intrigue, on suit leur quotidien. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et on découvre après qu'en fait c'était dans la tête d'Emma ou c'était dans celle de Quentin. C'était la chose la plus difficile à faire, en fait, c'était d'arriver à avoir les personnages du livre qui vivent leur vie réelle et tous les personnages que chacun s'imagine, parce qu'il n'y a pas que la mère et le fils, il y a toute une galerie de personnages, il y a la grand-mère, il y a la meilleure amie, il y a les machins. D'ailleurs, ça joue assez avec les codes de la comédie romantique. Enfin, il y a plein de personnages un peu comme ça. Et chaque personnage, en fait, se rêve une vie à côté. Et je voulais qu'à un moment, le lecteur se perde un peu, se dise « Mais attends, ça c'est arrivé ou c'est pas arrivé ?» Et il y avait une scène, d'ailleurs, qui n'est pas dans le livre, qui était la scène d'ouverture et qu'on a changée après. C'était un homme qui était dans son bureau avec son boss qui lui annonçait quelque chose et il lui répondait de manière absolument brillante, quelque chose de très percutant, et il avait vraiment les bons mots au bon moment et il se laissait pas faire et il partait du bureau en claquant la porte. Et après, juste après avoir claqué la porte, l'eau ruisselait sur son torse et il était sous sa douche. Et on se disait comment ça, il a claqué la porte, il est sous la douche. Et on comprenait en fait que le type, il se refaisait la scène, mais qu'en fait, quand ça s'était passé dans le bureau, il n'avait rien répondu à son boss du tout, il était resté comme un imbécile. Mais en revanche, sous la douche, il se faisait tout son film de « et je lui aurais dit ça à ce gros con », etc. Et voilà, et c'est un truc, enfin, je ne sais pas si vous pensez à ça sous la douche, mais moi, c'est quelque chose souvent, j'ai beaucoup de réparties sous la douche. Et voilà, donc cette première scène, elle était supposée ancrer le livre, et après, on s'est dit peut-être c'est trop compliqué et tout ça, parce qu'il faut vraiment que le lecteur accepte ces triples narrations, quadruples narrations. Et voilà. Et en même temps, c'est ces triples narrations qui nous permettent de comprendre vraiment l'identité des personnages, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment non seulement dans l'esprit, mais quelque part dans le cœur d'Emma, de ses aspirations, de ses craintes. Si vous dites ça, je suis contente. Non, c'est chouette. C'est vraiment ce que je voulais faire. Ouais. C'est... À la fois, vous disiez qu'il y avait un petit côté comédie romantique, c'est-à-dire que cette Emma qui vit seule avec son fils, elle attend aussi l'amour. Ouais. Et puis, elle est traductrice de comédie romantique. Au départ, elle était traductrice de chick lit, puis ça dévie. Elle passe au porn mom parce qu'elle suit les modes. Et après, elle est actuellement, quand le livre se passe, elle est dans le feel good book, ce qu'elle déteste absolument.
Parce qu'elle est, voilà, elle est tout l'opposé de ça d'une certaine manière. Donc, mais elle connaît parfaitement les codes, elle connaît parfaitement les modes littéraires et tout ça. C'est un truc avec lequel j'essaye de jouer dans le livre. Et oui, elle cherche l'amour, mais l'amour aujourd'hui pour une jeune femme comme ça, elle finit quand même sur des sites de rencontres, quoi. Alors, elle va pas sur Tinder, elle va sur Tilt. Voilà, j'ai changé tous les noms, comme ça on n'aura de problème avec personne. Mais oui, c'est ça. Oui, elle va sur les sites de rencontres, évidemment, mais elle est pas constituée pour ça. C'est-à-dire qu'elle reste, comme vous disiez, une rêveuse à l'ancienne. Elle se débrouille pas mal quand même, hein. Moi, je trouve, alors, c'est vrai, j'ai des gentils amis qui m'ont ouvert leur profil, qui m'ont tout montré, etc. C'était super, on a passé des bonnes soirées. Mais ouais, elle se débrouille pas mal parce que c'est une fille qui est assez libre, indépendante et qui accepte de consommer comme ça, presque de manière hygiénique, en fait. Ouais. Mais bien sûr qu'elle croit à l'amour et bien sûr qu'elle espère, et c'est pour ça qu'il y a aussi une intrigue amoureuse dans le livre qui est importante. L'intrigue amoureuse est importante, mais quand même reste le noyau de cette relation mère-fils. Oui, c'était ça le plus important. Une histoire d'amour, si j'ose dire, entre la mère et le fils, dans un monde où chacun semble vivre ses rêves de son côté, où en réalité, ils sont aussi embarqués dans une même histoire. C'est ça, c'était vraiment le cœur du livre. Ouais. Merci infiniment, Merci Camille beaucoup. de Peretti. Les rêveurs définitifs, c'est votre nouveau roman, 8e roman. Je vais demander à Jean-Daniel Balthassa de me rejoindre. Il est encore question de rêve, une folie de rêve. C'est le titre du nouveau roman de Jean-Daniel Balthassa, qui nous emmène cependant dans un autre monde, un autre univers. Et c'est peu de le dire. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Bonjour à tous et toutes, pardon. Une folie de rêve, je dis que ça nous emmène dans un autre monde, au sens propre et au figuré, puisque nous allons descendre dans les souterrains de la ville de Paris. Nous allons descendre à près de 30 mètres. Plus 60, 70, 80. Sous la colline de Passy et du Trocadéro, oui. À la rencontre d'un homme qui s'appelle Michelangelo. Michelangelo, en un seul mot avec un K. Absolument. Michelangelo est un ancien faussaire et c'est un homme qui n'a pas eu la vie facile. On va le découvrir au fur et à mesure de cette intrigue. Il a mis en route une formidable fresque. Michelangelo se devait Absolument. de créer une chapelle. C'est ce qu'il va faire en sous-sol. Il est peintre puisqu'il est faussaire et là c'est son œuvre à lui qu'il est en train de peindre sous terre. Il est totalement dédié à cela. Il a trouvé une forme de paix intérieure à travers l'art, sauf que cette paix va être perturbée par l'arrivée de 6 personnages, 5 filles et un garçon, Malou, Nadira, Silla, Antoinette, Lovette et Hakim, le garçon. Ces enfants, puisque ce sont pour la plupart des enfants, en tout cas des adolescents, sont des réfugiés, sont des migrants dans une très très grande souffrance, qui vont venir se réfugier un peu par hasard dans ce sous-sol et tomber sur Michelangelo. Et là, c'est la rencontre, semble-t-il, de 2 mondes, mais finalement pas tant que ça, parce qu'ils ont beaucoup de points communs. Oui, c'est précisément, en fait, c'est le but du roman, c'est de créer ce qui nous a beaucoup manqué. C'était créé avant le Covid, mais c'était créer des rencontres, créer ces rencontres qui ne sont pas possibles. La folie de rêve, c'est une folie de possible, c'est rendre des choses qui ne devraient pas avoir lieu possibles, et ça, le roman, c'est le prodige du roman. De pouvoir le faire. Et effectivement, le point, l'espèce d'aimant de possibilité, c'est ce personnage de Michelangelo qui lui-même, c'est un Polonais qui est pas neuf, hein, il est à la fin de sa vie, et il a été exilé de Pologne pour des raisons politiques et dans son histoire. Il y a une histoire qu'on connaît, dramatique, qu'on connaît un peu. Et il est arrivé à Paris en espérant devenir un grand peintre. Paris, capitale de la peinture. Et en fait, ça n'a pas du tout marché pour lui comme
comme grand peintre, mais par contre, il a développé une prodigieuse capacité à être un faussaire, à être un imitateur. Et ce qui est un marché, c'est comme le dark web, c'est le dark art, ça se passe par en dessous. Mais toute sa vie, finalement, son œuvre l'a fait grossir, l'a fait enfler, parce qu'il n'arrivait pas à la faire. Et il est allé faire dans la tradition des grands peintres sa chapelle à lui, mais le seul endroit où il a pu la faire, c'est dessous Paris, caché, là où personne ne la verra, ce qui est absurde en fait d'une certaine manière, mais au fond lui convient très bien. Et c'est aussi, alors on part déjà là-dessus, c'est-à-dire que finalement, il ne peut être le peintre, l'artiste qu'il sait pouvoir être, que parce qu'il s'enfonce dans la terre et qu'il est caché et qu'il n'appartient pas au monde commercial de l'art. Alors ça lui donne une certaine place quand ces adolescents qui sont des errants et que moi j'appelle des voyageurs et voyageuses, des voyageuses, c'est important parce que c'est des enfants. Bon, l'idée et la volonté de parler de ces enfants est venue quelque temps après que les camps de Calais aient été détruits. Et on sait qu'il y a des centaines, sinon milliers d'enfants qui sont baladés comme ça, errants, tous orphelins et tout, qui ont fait des bandes, pas des bandes, ça a très mal fini pour certains. Et il y en a, on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Mais certains étaient dans Paris et cherchaient à se protéger de la police, des bandes criminelles que moi j'appelle les faiseurs de putes. Par hasard, parce qu'ils sont sous la pluie, que c'est novembre, ils veulent dormir, que c'est pas possible et tout, ils rentrent dans un couloir et ils s'égarent, ils se retrouvent et la rencontre a lieu. Et évidemment, c'est la rencontre entre ces mômes et quelqu'un qui sait, qui a passé lui-même en arrivant dans Paris, il sait ce que c'est que de passer les nuits dehors sous la flotte et tout ça. Et de ne pas avoir sa place. Oui, tout à fait. Et alors, bon, moi, ce que j'ai essayé avec ce bouquin, c'est de prendre les choses à l'envers, si je peux dire. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin, dans le bouquin moi je suis allé j'ai passé des mois à lire des choses absolument monstrueuses, horribles sur l'univers de ces enfants, comment ils le deviennent et tout ça, et vous savez tous, tout le monde sait ou imagine, et c'est pire, tout ça, ce qu'ils ont vécu. Et je suis parti du principe que ça, moi je le savais, j'ai rencontré des personnages, des filles, je les ai éparpillées autour du monde, si je peux dire. Il y en a une qui vient du Sri Lanka, d'autres viennent d'Érythrée, d'autres Syrie, etc. Mais la raison et ce qui les fait quand on les rencontre, elles le savent, moi je le sais, et vous le saurez jamais. Parce que ce que je voulais monter, c'est la reconstruction de ces êtres avec Michelangelo, et comment Michelangelo, il les prend simplement pour des gens, des ados qui peuvent faire leur vie, qui sont vivants. Parce que oui, ces ados arrivent chacun avec sa blessure, sa Absolument. faille, plus ou moins intense d'ailleurs, Oui. et puis il y en a qui sont plus ou moins résilients, selon la formule consacrée, c'est-à-dire qu'il y a une des jeunes filles qui n'arrive pas à établir un rapport de confiance avec Michelangelo, et qui jusqu'au bout doute sur la possibilité d'une rencontre avec tout simplement la bonté ou la bienveillance. Absolument. Mais Hakim, par exemple, est plus enclin à la confiance. C'est un petit mot, il est plus jeune. Même si c'était terrible, d'ailleurs, il y a un tout petit instant où il dit « moi, je ne veux pas ». Parce que Michelangelo a perdu sa mère. Il a perdu sa mère très jeune, et même s'il est vieux, finalement, toute la fresque qu'il fait est quelque sorte dédiée à sa mère, sauf qu'il est incapable de peindre et dessiner complètement le visage de sa mère. Il ne se souvient pas des yeux de sa mère. Voilà, il a perdu les yeux de sa mère. Et ça, Hakim lui dit
t'es un vieux qu'on perd pas, c'est pas possible ça. Il y a une chose qu'on peut pas perdre, c'est ça. Et oui, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire et essayer d'être juste, c'est que c'est très compliqué pour tout le monde. Ces filles, c'est pas parce qu'elles sont ensemble qu'elles s'aiment. C'est pas parce qu'elles. Il y en a qui sont musulmanes, ne sont pas musulmanes, ou c'est pas leur truc. Il y a arabe, il y a black, c'est pas la même chose. Elles aiment pas les mêmes trucs, etc. Elles n'ont pas les mêmes rêves. Voilà. Et j'ai essayé que cette espèce de chapelle créée par Michelangelo soit un incubateur de respect des uns des autres, de quelque chose qui se passe, mais qui se passe à toute petite touche, avec autant de tendresse que d'humour, que de méfiance, comme les chats se rapprochent les uns des autres. Ces adolescents sont en quête d'un lieu rêvé, d'une sorte de terre promise qui s'appellerait UK. Oui. Alors Y-O-U-K-E, Oui. UK, qui j'imagine être un clin d'œil à l'Angleterre. Bah, c'est UK, oui, évidemment. Mais finalement, ce qui est intéressant dans le fait que vous ayez justement choisi de l'écrire de cette façon, c'est que ça pourrait être ailleurs. Absolument. Et ça, c'est mon idée, c'est-à-dire que, enfin mon idée, c'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que ces jeunes êtres, ils s'en fichent de chez Johnson, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est d'être dans un pays où ils deviennent des êtres humains pleins. Ils sont pas des migrants. Ils ne sont pas des gens pauvres, ils ne sont pas noirs, verts, etc. Ils sont en quête, exactement comme nous, ils sont en quête d'un devenir d'être humain. Et quelque chose que j'ai utilisé une espèce de corde de contrebasse, si j'ose dire, pour montrer la possibilité de cette rencontre des vivants différents de partout. C'est que Michelangelo, c'est un amoureux des rats et il vit avec un Joseph. Joseph, c'est des très gros rats, comme on en voit d'ailleurs magnifiquement près de notre éditeur. Il y a un repère de Joseph que j'ai beaucoup admiré. Et alors que, bon, les rats, c'est dégueulasse. Et les rats, ils ont beaucoup servi de métaphore, historiquement, depuis toujours. Oui. Donc, le fait, justement, que Michelangelo leur apparaisse avec un rat sur l'épaule, c'est tout sauf positif. C'est quelque chose qui cale pas pour les filles. C'est juste l'horreur. Elles ont... Et on comprendra pourquoi dans le bouquin, les rats, c'est les ennemis, c'est aussi autant que les êtres humains. Et l'histoire, moi, le fait d'avoir laissé le passé de ces filles, mais de l'avoir en tête, c'est-à-dire ça les construit. Moi, j'ai pu laisser ces personnages devenir elles-mêmes. Ces filles, j'ai pas joué le truc manichéen. Elles étaient comme elles étaient. Du coup, c'est elles qui m'ont conduit dans ce rapport. Et tout du long du bouquin, où j'ai été Deus ex machina, c'est en suivant une petite compagnie de rats. Voilà, il y a un fil rouge dans le livre. Il y a des chapitres qui pourraient presque faire une histoire à part. On suit ce fameux Joseph et toute une communauté de rats et une femelle et finalement aussi la découverte d'un rat avec l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre rencontre parallèle. Absolument. Qui se fait. Et qui montre que c'est pas facile chez les rats. il y a des codes, mais surtout que les rats, ils ont un ennemi fondamental, c'est nous. Et donc on est dans cette espèce de situation où qu'on vit, où tout le monde a tendance à vouloir ne pas être ensemble, à vouloir considérer l'autre comme un ennemi, etc. Bon, ce qu'on est, ce qu'on arrive à être, mais la folie de rêve, c'est cette espèce de possibilité de se respecter et de devenir en commun
en se comprenant à moitié, mais voilà, c'est cette espèce de tout monde, de tout vivant possible. Pour Michelangelo, dont la fresque est initialement le grand objectif de sa vie, la couleur parfaite, retrouver les yeux de sa mère, finir cette fresque titanesque, quelque part, la rencontre avec ces jeunes va transformer son rêve aussi à lui, parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'il y a une autre urgence, un rêve plus urgent que celui qu'il pensait avoir. Oui. Alors, bon, moi, ça fait plusieurs livres que je travaille autour de l'art et de la création plutôt, du mouvement de création, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et évidemment, c'est le doute, à quoi ça sert. C'est inutile, mais c'est fondamental, etc. Et là, je me retrouve devant un créateur qui, il lui reste à finir le ciel. Il a trouvé le bleu de miel du ciel pour sa fresque, pour ses souvenirs, pour lui. Et c'est à ce moment-là, et c'est pas possible. Et la rencontre avec le garçon, avec Hakim, qui m'a vraiment, le personnage d'Hakim, du garçon, là, c'est un truc qui m'a un peu échappé, je dois reconnaître, parce que moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le vieil homme et l'enfant, qui est un vieux film, qui était l'histoire d'un jeune enfant juif récupéré par un vichiste, un pétainiste horrible. À l'époque, ça m'avait énormément ému, sans que je sache vraiment pourquoi. Mais c'était un truc. Et là, je me suis retrouvé dans quelque chose, une espèce de couple, où tous les deux, là, ils se font une grande histoire d'amour, Hakim et Michelangelo, qui littéralement m'a échappé. Je l'ai laissé vivre, c'est comme avec les rats. Et Hakim devient celui qui bascule du côté des rats, mais c'est celui qui veut aussi finir le bleu du ciel. Veut finir cette fresque. Il comprend que Michelangelo, là, il est fragile, il ne va peut-être pas y arriver. Et au fond, Michelangelo n'y arrive peut-être pas parce que permettre à ses enfants de devenir, ses ados de devenir des êtres humains, plus des migrants, plus tout ça, juste des êtres humains, c'est une œuvre qui vaut son œuvre. Oui, une œuvre d'art. Voilà. D'ailleurs, il y a cette idée de la salvation par l'art, par la beauté plus précisément. Absolument. Ce qui leur permet aussi, parce qu'il y a, vous verrez, une scène, il y a une fille que j'aime beaucoup, qui est une Sri Lankaise, et elles existent, ces Sri Lankaises-là, j'en ai rencontré, qui sont fascinées de partir à Londres, à UK, parce qu'elles veulent faire des clips, parce qu'elles font des choses comme ça, mais d'ailleurs magnifiques, j'en cite quelques-unes, et elle veut faire des clips, et la fresque, ça l'allume complètement, ça lui permet d'en faire. Qui va donner des scènes extraordinaires en souterrain, de rêve aussi. Hein. Je repense à ce que disait Camille de Peretti avec les traversées. Ils sont traversés par des rêves, ils vont recréer un monde en sous-sol, ce que dit Camille. Jusqu'à imaginer se laver et chanter au bord de la rivière. Mais, après, elles sont dans une cuvette, elles disent on se lave les cheveux au bord de la rivière. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Daniel Balthasar. Je rappelle le titre de votre roman, Une folie de rêve. Merci. Et je vais demander à Sandrine Girard de me rejoindre. Sandrine Girard, dont c'est le premier roman intitulé Hors de toi. Bonjour Sandrine Girard. Bonjour. Très impressionnant. Tout le monde est très gentil, vous allez voir. Hors de toi, ce premier roman qui nous emmène à la rencontre d'une petite fille qui deviendra grande, bon an, mal an, à travers beaucoup de douleurs et de difficultés, mais qui a une grande capacité aussi à survivre et à trouver sa force intérieure. Alice, c'est une petite fille dont les parents divorcent et qui va se retrouver ballottée entre deux foyers, celui de sa mère qui va se remarier avec un homme qui s'appelle Georges, celui de son père qui se remarie avec une femme qui s'appelle Nadine. Et il va lui arriver quelque chose de terrible. Ça arrive parfois que dans un des foyers, ce soit difficile. Là, c'est les deux. Dans les deux foyers, elle va avoir énormément de mal justement à survivre et à se construire. Qui est Alice ? Alors Alice, oui, effectivement, c'est une petite fille au départ qui vient d'une famille tout à fait
lambda, qui a une mère prof, un père ingénieur autodidacte, des parents qui se marient et qui se séparent, ce qui est d'une très grande banalité, une famille de la classe moyenne. Donc rien qui prédispose, selon l'imaginaire parfois collectif, ce qu'on peut entendre, à une forme de violence. Et suite à cette séparation, en fait, chaque parent, donc, comme vous le disiez, se remarie avec un conjoint qui va être un conjoint qui n'est pas forcément un ogre ou un personnage détestable au départ et qui va se révéler être un personnage violent. Donc Georges, d'un côté, c'est la violence physique, la violence liée aussi à l'alcoolisme, et Nadine, une forme de violence plus psychologique, donc avec finalement deux foyers complètement dysfonctionnels et maltraitants, presque malgré eux. Oui, avec une difficulté, une forme de déni de la part des parents qui ont beaucoup de mal finalement à contrôler la manière dont Alice est traitée par leurs conjoints respectifs et qui donc va être quelque part livrée à elle-même et à cette violence à la fois psychologique et physique dans ces deux foyers. Cependant, Alice a des ressources, des lieux d'échappatoire, alors des lieux physiques et des lieux virtuels dans le sens de l'amitié, de l'amour, de sa relation aux autres. Elle va trouver des refuges. Oui, alors tout le parcours d'Alice, en fait, ce que je voulais montrer, c'est que c'est un personnage qui se cherche un foyer, qui se cherche une maison, puisqu'elle est en butte à la violence dans ces deux foyers respectifs. Et elle va trouver en fait des personnages refuges et des lieux refuges qui seront ses amis, les premiers amours, qui vont être les foyers des autres aussi. Elle va trouver refuge chez les parents des amis qu'elle rencontre. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, malgré la violence, en fait, elle arrive à trouver des racines, justement. Elle arrive à se construire, à grandir malgré tout, avec une forme de colère qui est une colère juste, mais qui va la propulser, la pousser. Il y a une force de vie. Ce qui m'intéressait, c'était montrer à la fois comment la violence va détruire une partie de son rapport au monde, de son rapport aux autres, va modifier aussi son rapport à son propre corps, mais d'un autre côté, quelle est la force de vie finalement qu'il y a en elle et la lumière qui va lui permettre malgré tout de prendre racine, vraiment d'avoir un sol ferme sous les pieds, ce qui n'était pas du tout évident. Les refuges, vous le disiez, donc l'amitié, l'amour, la famille des autres, et donc ces lieux que vous appelez la maison des sables, la maison douce, elle donne des noms comme ça aux lieux qui l'enveloppent et qui la protègent. Oui, c'est presque un univers de contes. En fait, tout est perçu à travers les souvenirs d'Alice et à l'âge qu'elle a à chaque fois, puisqu'on la suit de son enfance à son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et elle donne des noms comme ça aux maisons qui l'entourent, donc maison douce, maison des sables, la maison des vents, l'appartement avec un grand A, qui est l'endroit dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et elle va trouver refuge donc dans différents foyers qui vont être le fil conducteur en fait, du livre. Vous parlez du rapport au corps. Effectivement, cette petite fille qui est jolie, qui est fragile, va, en réaction à la violence qu'elle subit de l'extérieur, quelque part aussi quand même intégrer cette violence comme quelque chose de constitutionnel. Elle va quelque part se faire du mal aussi. Oui, ce que je voulais montrer vraiment, c'est l'énorme dissociation que crée la violence dans le rapport au corps. Elle se fait du mal, donc il y a des passages d'automutilation, des passages de boulimie, plein d'addictions diverses et variées. Et en fait, je trouve l'importance du titre du livre. Hors de toi, pour moi, c'est tout à fait cette dissociation en fait et ce rapport très particulier au corps qu'engendre la violence.
Et hors de toi, et qui en même temps renvoie aussi à hors de soi, c'est-à-dire la colère que vous Et la évoquiez colère, bien tout sûr, à l'heure. au Alors sens une premier. colère, vous l'avez dit, quelque part salvatrice, puisqu'elle dit d'ailleurs « tu es en guerre ». Et être en guerre, c'est ne pas être totalement une victime. Être en guerre, c'est une victime, j'y tiens dans le sens où, enfin voilà, il y a un statut de victime, mais c'est un personnage qui est avant tout en guerre, en lutte, et qui est une lame, hein, pour reprendre des termes qu'on a entendus récemment, et c'est vraiment la force de cette colère, c'est de pouvoir la propulser vers autre chose et l'amener à une forme de vie normale, finalement, au bout du compte. Vous avez fait le choix d'un récit fragmenté, c'est-à-dire la chronologie n'est pas linéaire, il y a des allers-retours à des âges divers et tout s'imbrique évidemment. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pour moi, c'est vraiment une manière de restituer la mémoire traumatique. Donc ça fonctionne par flash, avec l'arrivée de souvenirs qui se font écho les uns aux autres et qui sont des souvenirs à la fois d'événements traumatiques et des souvenirs heureux aussi. C'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition finalement par le fragment de ce qui va constituer l'effritement de sa personnalité et de ce qui va permettre sa reconstruction. Quelques mots justement sur ces personnages qui sont à l'origine de la violence. Nadine, donc l'épouse du père, qui d'ailleurs a un fils, Luc, qui quelque part est quand même un point d'ancrage positif malgré tout, mais la violence psychologique est là, est terrible. Décrivez-nous un petit peu ce personnage de Nadine. Alors Nadine, c'est une jalouse. C'est vraiment Nadine. C'est le personnage qui n'a pas supporté que son nouveau mari ait une vie avant elle et qui considère que Alice est le symbole de cette ancienne vie et elle va tout faire pour la détruire de manière très insidieuse sans que ce soit jamais visible, sans qu'il y ait de traces. Justement, on parlait du corps, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte qu'il n'y ait jamais de coup porté par sa jalousie et par des petites piques assassines en permanence sur une Alice très jeune, hein, au départ, puisque le personnage de Nadine intervient vraiment sur la petite enfance et l'enfance, elle va saper toute confiance en soi du personnage. Georges, lui, le mari de sa mère, vous l'avez dit, alcoolique, violent, lui va avoir un impact sur sa vie d'adolescente et de femme. Voilà, donc Georges, c'est plus sur la partie adolescence, effectivement, et il va avoir un impact... moi, ce qui m'intéressait dans ces deux personnages-là, en fait, dans le personnage de Nadine et le personnage de Georges, c'est que, contrairement à l'univers de contes, qu'Alice se bâtit pour se protéger aussi, ces personnages ne sont pas des ogres, hein. C'est-à-dire que ce sont finalement des gens qui sont en prise avec leurs propres difficultés, avec leur passé, avec leur histoire familiale. Et Georges lui-même, c'est un pauvre type, en fait. C'est quelqu'un qui est probablement très malheureux, en tout cas je l'ai imaginé comme ça, et qui fait subir à Alice sa violence au quotidien lors de l'adolescence, qui se montre volontiers grossier, obscène, ce qui gêne la jeune fille qu'elle est alors qu'elle commence à devenir une femme. Donc il y a tout ce rapport en fait avec ces deux personnages que je ne voulais surtout pas diaboliser. C'est-à-dire que c'était important pour moi qu'il y ait une justesse dans le rapport qu'entretient Alice avec ses personnages et leur comportement, enfin, qui n'était pas monstrueux. On va voir Alice grandir et donc voir aussi l'impact de cette violence dans son rapport aux autres. Oui, il y a des amis, il y a des amours, mais il y a aussi la difficulté d'exister en tant que femme, en tant qu'entité désirable. Elle va rencontrer des garçons, des hommes. C'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que c'est une des phrases du livre, elle se sent en libre service. Donc ce rapport au corps qui est détruit, ce rapport à l'estime de soi crée finalement une banalisation à la fois du corps et de la sexualité en général,
qui pousse Alice à multiplier des aventures et à se retrouver dans des rapports très difficiles avec les hommes. Je voulais juste reparler d'une chose. Tout à l'heure, on parlait de Luc. Il y a aussi une forme de fraternité très importante entre les enfants du livre. C'est-à-dire qu'on retrouve... vraiment, ils ont quelque chose en partage, tous ces enfants-là. Il y a le petit frère aussi d'Alice, qui est son demi-frère, Tom Pouce. Voilà, elle l'appelle Tom Pouce, qui est le fils de Georges, donc ce qui pourrait créer une relation finalement compliquée et l'amener à détester cet enfant qui est le fils de son agresseur. Et malgré tout, se crée une relation très très fraternelle entre eux de protection. Oui, de l'idée d'une enfance à sauver, et si ce n'est pas la sienne, au moins sauver aussi celle de l'autre. Voilà. D'ailleurs, vous prenez le parti du tu, la seconde personne du singulier. Est-ce que ça participe aussi à l'idée du titre, c'est-à-dire hors de toi Bien sûr, absolument. Donc ce tu qui permet une distance, qui permet d'instaurer aussi cette notion de dissociation, ouais, d'être hors de soi, et du coup pour le lecteur de pouvoir aussi accéder à toute cette violence sans être révulsé. Je pense qu'il y a une forme de pudeur dans l'usage de ce pronom, dans le vocatif. Une manière de s'adresser du début à la fin à l'enfant, oui. À l'enfant blessé. Le tu, c'est l'enfant. Le tu, c'est une adresse à un enfant intérieur, hein, tout à fait. Parmi, et pour finir, vous êtes sur une note de lumière tout de même, parce qu'on a dit qu'elle a des refuges et qu'il y a quand même des personnes merveilleuses qu'elle va rencontrer, notamment les parents de son petit ami Émeric. Il y a cette amie Sarah à laquelle elle va s'accrocher comme à une bouée et qui est évidemment fondamentale. Les parents aussi, voilà, de ses amis. Et puis il y a la lecture, il y a les livres. Alors il y a les livres, oui, effectivement. La lecture et le fait de pouvoir se plonger dans les histoires des autres. La lecture, le travail, tous les échappatoires qui vont permettre à Alice de se construire. Une guerrière qui finira quand même par gagner la bataille. Une guerrière qui gagne la bataille, tout à fait. Merci beaucoup Sandrine Girard pour ce premier roman, Hors de toi, c'est son titre. Merci. Je vous remercie et j'invite Guillaume Cyr à me rejoindre donc, pour ce dernier roman de cette présentation. Le titre, Les contreforts. Bonjour Guillaume Cyr. Bonjour, merci. Les contreforts, c'est un roman, j'aurais presque envie de commencer par Il était une fois, puisqu'il y a un château et qu'il y a une famille d'aristocrates. Le père s'appelle Léon, la mère Diane. Ils ont 2 enfants, 2 adolescents, Clémence qui a 17 ans et Pierre qui en a 15. Ça se passe dans les Corbières et c'est important. On le verra au fil, je pense, de notre échange, le contexte, le décor de ce château qui pourrait être un château de conte de fées, sauf que c'est un conte de fées qui a des allures de cauchemar au bout d'un certain temps. Cette famille qui se bat pour préserver ce château fort qui tombe en ruine. La famille est ruinée. C'est extrêmement difficile pour eux de s'en sortir. Ils vivent à la fois en vase clos et en même temps extrêmement ancrés dans la terre qui est la leur. C'est la famille Testa Seca. Qui sont ces gens ? Alors, je voulais des personnages hauts en couleur, comme on sait en produire dans ce genre de région. Donc, qui sont ces gens ? Alors, vous savez, dans mon roman précédent, en fait, c'était l'histoire d'un enfant qui cherchait ses parents. Un peu à la Télémaque. Là, cette fois-ci, c'est l'histoire d'un enfant de 2 enfants qui les portent sur leur dos, qui vont devoir les assumer, les aider, être avec eux. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui, contrairement au précédent, cette fois-ci, reste ensemble. Et dans cette famille, donc, ils sont chacun très différents les uns des autres, ce qui crée un équilibre entre eux, mais qui vient d'un équilibre des extrêmes. Vous avez donc le père Léon est une espèce de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire de personnage très lyrique, bagarreur, mais aussi inconséquent, inconscient, assez finalement égoïste ou à côté de ses pompes, qui
qui n'est pas rassurant pour des enfants, surtout quand il y a des problèmes d'argent, des problèmes naturels, enfin on va en reparler, mais qui est à la fois très attachant, très poétique et en même temps très inquiétant. La mère, c'est une femme qui n'aurait rien à faire là, mais qui y est venue, parce que les autres y étaient déjà, les 2 enfants y sont nés, lui y est né aussi, elle a rejoint. Donc elle a la force un peu des convertis, c'est-à-dire qu'elle y croit plus que tous les autres, quoi. Elle a rejoint Parce par qu'elle l'a amour. choisi. Voilà, elle est forte et elle essaye de tenir à bout de bras le vaisseau que évidemment le père ne tient pas, mais qu'il incarne. La fille aînée, qui est sans doute le personnage principal du roman, qui s'appelle Clémence, elle est très forte comme sa mère et beaucoup plus conséquente que son père, mais elle a cette force, la force chez elle, contrairement à sa mère, est matinée du lyrisme du père, quoi. Elle est bien la fille des deux. C'est une bricoleuse de génie, donc elle chevauche une montagne d'acier là qu'elle appelle Hyper Electreion, et elle Un tracteur, en fait. voilà, un tracteur énorme, fumant. Elle répare tout elle-même, elle étaye les remparts, elle essaye elle cherche un trésor, j'imagine qu'on va en reparler aussi, et voilà. Donc, et son petit frère, elle est pas du tout, elle est autonome, mais elle est pas solitaire, c'est-à-dire qu'elle est tournée vers les autres, elle a des amis dans le village, elle a des amis partout, elle cherche, quoi. Elle a un réseau qu'elle articule, elle va partout, elle a peur de rien. Le frère, lui, il est autonome mais solitaire, justement, beaucoup plus en retrait. Il a survécu d'une manière étrange dont on parle dans le roman à un incendie qui l'a rendu, une aventure qui l'a rendu hypersensible, plus secret, donc plus poète. Vous voyez, il chasse, il est seul un peu dans les collines, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est important aussi dans le roman, mais parfois il fait figure presque d'ombre. C'est un peu le côté obscur de ce lyrisme-là. Lui aussi, il l'hérite, mais d'une autre façon. Un lyrisme qui passe par la langue et par l'histoire, l'aventure, et dont elle sera le côté lumineux un peu, et lui, le côté sombre et mystérieux. Ils ont un lien très fort, hein, le frère et la sœur, Clémence et Pierre, une forme de complicité. Elle le protège beaucoup, elle est soucieuse de lui. Il y a à la fois la famille extrêmement soudée, mais il y a aussi ce frère et cette sœur qui sont l'un pour l'autre. Oui, l'idée, c'est de toucher par une histoire qui est une pure fiction à l'universel autant que possible. C'était autant d'ailleurs le particulier, autant du point de vue du paysage, de l'ancrage, que des liens familiaux, me sert, en tout cas où je veux m'en servir, pour toucher à ce qui nous touche tous. Et c'est pour le lien finalement familial et peut-être le personnage principal du roman. C'est-à-dire que c'est ce lien qu'il s'agit de maintenir coûte que coûte, ce lien-là qui passe par les souvenirs. On a tous des souvenirs d'enfants, on a tous un endroit où on a grandi, on a aimé, qu'on voudrait préserver. Et donc ce château-là, ce château fort qui s'effondre, hein, qui est une ruine en fait, hein, c'est ça qu'il représente. Il représente beaucoup plus ça qu'un château qui ne parlerait qu'à quelqu'un qui aurait vécu dans un château. Moi-même, ça m'est jamais arrivé, mais il représente ce château qu'on a tous en nous. Et là, je rejoins mes camarades avec cette histoire de traversée. Moi, j'imagine ma mémoire comme ça, comme un royaume anarchique de tourelles, justement, de remparts, en permanence agressé par le quotidien, les soucis, l'âge adulte. Et je me dis que si je préserve ça, je préserve aussi ce qui m'unit à tous ceux qui y ont vécu, et notamment d'abord à mon frère et ma sœur, mes parents, tous ceux qui dans mon enfance étaient là, puis mes amis. Nos souvenirs sont menacés par le quotidien et on doit en permanence les préserver, et quelque part métaphoriquement, et c'est de ça dont il s'agit. Vous parliez de l'aspect extérieur du château, il y a aussi les corridors secrets du château, donc les secrets, les histoires de l'enfance. Il y a cette scène incroyable, enfin ce passage incroyable où il est question de tous ces enfants, des cousins qui viennent et qui vivent à la sauvage sur ce territoire, un peu comme dans un conte de fées, hein, tout d'un coup, comme des enfants perdus qu'on aurait lâchés dans la nature et qui seraient en prise avec les éléments et la vie sauvage.
Oui, alors ça, pour le coup, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai eu la chance, chaque été, j'ai un oncle et une tante qui avaient une bergerie où il n'y avait pas d'électricité, hein, vraiment un endroit très spartiate, mais au seuil de ce désert des Corbières, dans ce qu'on appelle les montagnes d'Alaric, donc une vingtaine de kilomètres à l'est de Carcassonne, et ils nous accueillaient tous. C'était un peu le roi et la reine des enfants. Ils accueillaient les cousins, les amis. On était très nombreux et on dormait par terre, hein, sur de la terre battue. Enfin, il y avait un groupe électrogène pour le soir s'éclairer pendant 2 heures. Et on était dans un endroit où il n'y a pas de route, pas de voiture. Donc on laissait libre comme ça un peu. Et donc évidemment, j'ai puisé là-dedans. J'ai puisé pour ça parce que c'est ça aussi que je voulais un peu... sauver, mais sauver l'imaginaire que j'avais de ça en étant enfant, c'est-à-dire pas forcément dans une optique tout à fait réaliste, mais aussi lyrique, de rêve. Et puis, là-bas, le décor, les Corbières, où ça se passe, me donnait tout ce que je cherche, moi, quand je veux écrire un roman. C'est-à-dire justement quelque chose de très particulier qui m'emmène facilement vers l'universel qui parlera à chacun, et évidemment un paysage très romanesque. Et dans les Corbières, il y a plusieurs puits, si vous voulez, il y a plusieurs sources narratives géniales pour quelqu'un qui veut écrire un roman. Par exemple, alors je vous donne les principales, il y en a au moins 3 ou 4, dont je me sers beaucoup dans le roman. D'abord, on a peur du feu là-bas, évidemment tout est sec, vous voyez, c'est un décor de cyprès, d'arbousiers, une végétation très basse, d'herbes jaunes, tout brûle, tout brûlerait facilement, tout est presque déjà brûlé ou ne demande qu'à se rallumer. Et donc, comme on a peur du feu, pourquoi est-ce que ben, vous voyez, quand on a peur du feu, on a peur des orages, on a peur de la nature, on a peur des hommes, on a peur des cigarettes ou des feux. On trace des chemins dans la nature, donc la nature, le paysage change à cause de cette peur aussi. Donc, du point de vue narratif, ça organise le paysage autrement. Et donc, premier puits narratif. Deuxième puits narratif, là-bas, la végétation est très basse et pourtant ça grouille. Il y a des animaux partout, mais on les voit jamais. Et ça aussi, pour un romancier, c'est une sorte de présence fantomatique. Il y a des sangliers, il y a des chevreuils, c'est ce dont je me sers beaucoup dans le roman, qui arrivent de plus en plus dans la région, alors qu'historiquement, il n'y en avait pas. Il y a des genettes, c'est des espèces de petits lynx. Et on sait qu'il y a des animaux partout, mais on ne les voit jamais, alors même que la vue est très dégagée. Ce qui est bizarre, hein, et qu'il a encore créé quelque chose, des bruits, Et puis, dans les Corbières, et c'est ce qui différencie peut-être cet espace-là du Luberon, auquel on est plus habitué dans les romans de Pagnol, de Giono, dans les Corbières, tout le monde cherche des trésors. Personne n'en trouve jamais, mais vous avez plein d'histoires de trésors. Vous avez l'or de Toulouse, c'est-à-dire le trésor des volques tectosages qui auraient été volés au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Celtes au temple d'Apollon de Delphes. Vous avez le trésor du sac de Rome du prince Alaric. Vous avez l'or qui est censé être charrié par l'Orbiel. Vous avez le trésor de Pepita et de Juan de Dios remonté d'Espagne. Vous avez le trésor de Rennes-le-Château. Et évidemment, ces trésors, on les trouve jamais, mais là-bas, je vous assure, je connais bien, tout le monde en cherche tout le temps, et tout le monde a l'impression en permanence que ça va être la solution de tout. Ce qui, là encore, donne des lignes narratives pour un roman, pour une aventure, pour un souffle, pour une espérance, qui était géniale, quoi. Et qu'on retrouve évidemment dans ce livre, puisque donc le château tombe en ruine, ils sont menacés d'expulsion. Alors d'expulsion sur un plan, on va dire, juridique, mais aussi, vous avez évoqué les chevreuils, il y a ces hordes de chevreuils qui envahissent la nature, l'espace. On a l'impression qu'ils sont littéralement assiégés d'abord par les chevreuils et puis par les humains. Et comment se sortir de cette situation inextricable? Il faut peut-être trouver le trésor. Donc Clémence va se mettre en tête de retrouver de l'or. Donc il y a aussi toute cette quête. On ne sait pas si elle est vaine ou pas, d'ailleurs, on découvrira, mais en tout cas une quête de trésor comme vous venez de l'évoquer. Et puis il y a cette idée de la perte aussi d'un monde, d'une époque. Ce château représente aussi ça, quelque part, le château de l'enfance qui disparaît et dont il va falloir à un moment donné peut-être faire le deuil. Oui, alors effectivement, la dernière, si je peux appeler ça mes sources narratives, là-bas, évidemment, la dernière, c'est l'administration, qui là encore, un peu comme les animaux,
elle est jamais là, on la voit jamais, et pourtant tout d'un coup, pouf, on vous plante un champ d'éoliennes. On voit qu'il y a eu beaucoup de combats, donc il y a des ruines partout, les cathares, il y a ces ruines de châteaux partout. C'est cette administration alors qui est présente là-bas bizarrement, et en fait. Toutes ces lignes-là, je voulais que tout d'un coup, elles soient cohérentes. C'est-à-dire qu'on sente que la nature donc, se dérègle, les chevreuils arrivent, ce qui est vrai en ce moment. Hein. Cette espèce de château poétique un peu s'effondre, mais l'administration menace, donc des gendarmes arrivent, donc des chevreuils arrivent, mais des gendarmes aussi, de plus en plus vindicatifs, colériques, exigeants, pour poser des scellés, justement. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais mes souvenirs d'enfance, mon monde à moi, j'ai l'impression que tous les jours, il est menacé par l'administration. J'ai la phobie administrative, comme disait, je sais, vous vous souvenez qui. Et en tout cas, je sens que c'est une menace de ça. Et j'ai pas l'impression d'être contre le monde moderne, mais parfois j'ai l'impression que le monde moderne est un peu contre moi. Et mes personnages, voilà, je voulais que la nature, les arbres, les chevreuils, le château qui s'effondre, la famille dont les liens se tendent, le père qui vieillit, forcément comme ils ont des problèmes d'argent, ils se mettent à s'engueuler, ils se cherchent. On sent que tout sera sauvé ou tout sera détruit, et quelle que soit la manière dont ce sera sauvé, ça n'est pas celle que vous imaginez, et quelle que soit la manière dont ce sera détruit, ce ne sera pas exactement au point que certains pouvaient l'espérer. Il y a une forme de dimension mythologique, légendaire. D'abord, le père, on le surnomme le Minotaure. La mère s'appelle Diane. Pour quelqu'un qui vit dans un territoire aussi sauvage, ça résonne aussi de façon un peu mythologique. Il y a, encore une fois, ces secrets, ces légendes de trésors mythiques. Il y a une dimension mythologique, et la nature s'y prête aussi beaucoup. Les éléments, on parle d'incendie, on parle d'orage, comme si on pouvait à tout moment basculer dans le fantastique. Oui, alors je joue avec ça à chaque fois. Je pense que les mythes ont une part de vérité plus grande que beaucoup d'histoires qui n'en sont pas. Enfin, et donc, je les mets là sans les imposer. Hein. Mais le Minotaure, notamment, et puisque vous en parlez, le père s'appelle le Minotaure. Le Minotaure, moi, c'est un de mes personnages préférés de la mythologie parce que je suis de son côté. Il est innocent. Il souffre, justement, il n'est pas contre la modernité, mais la modernité est contre lui. Il souffre de la technique toute sa vie. Sa vie est tragique, absolument. D'abord, sa mère tombe amoureuse d'un taureau, ce qui est quand même pas pratique. Donc, elle demande à Dédale de construire une vache en bois pour que l'amour puisse être possible. Donc, c'est le premier geste technique qui, quand même, le fait naître. L'invention de l'ingénieur, hein. Ensuite, comme il pose problème étant enfant, le roi Minos demande à Dédale, à nouveau lui, de construire un labyrinthe, encore de la technique, dans lequel on l'enferme, alors qu'il est quand même innocent. C'est sa mère l'enferme, l'abandonne là-dedans. Et finalement, sa sœur, grâce au fil d'Ariane, sa demi-sœur, va aider un étranger à venir le liquider. Dans son labyrinthe, alors qu'il n'a... Vous voyez quelqu'un qui n'est pas contre le moderne et qui, chez les Grecs, représente l'ancien monde. Hein. Le monde de Minos, c'est toujours l'ancien monde. Et il se fait détruire par la technique, par Dédale, qui sera bien puni par son amour de la technique, puisque son fils à lui en mourra, Icare. Et le Minotaure, on vient le chercher là-dedans. Et bien mon héros, Léon en tout cas, qu'on appelle le Minotaure, il représente ça. C'est-à-dire qu'on vient le chercher dans ses souvenirs d'enfance, on vient le chercher. Il essaye de faire son vin, il essaye comme il peut, il se bagarre, il est fier, quoi. Il est un peu con, mais enfin, il est con, il est attachant, et il est beau. Con, je le dis, il est beau avec dans son affection. lyrisme. Et on vient le chercher là, quoi. On vient l'ennuyer là. Et tout menacé. Donc il faut que tout soit sauvé, et peut-être que ça passera par sa fille aînée, par son fils mystérieux, par sa femme chasseresse, justement.
Merci beaucoup, Guillaume Cyr, pour ce nouveau roman intitulé Les contreforts. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous tous. C'était le dernier roman de cette présentation de rentrée. Merci de nous avoir suivis. Merci à ceux qui nous ont fait le plaisir de nous suivre aussi sur les réseaux, puisque l'époque maintenant nous invite à partager le fameux présentiel qu'évoquait tout à l'heure Philippe Robinet et le virtuel, mais ce qui nous permet d'avoir une plus grande communauté pour cette présentation. Merci beaucoup à vous tous.